Aujourd'hui, on va parler de la mixité des usages et repenser l'aménagement des territoires. On excuse l'absence de Jean-Philippe Dugouin Clément, le vice-président de la région Île-de-France chargé de l'aménagement et maire de Ménecy en Essonne, qui est retenu par les agriculteurs. Il faut aussi qu'il aille leur parler. Ça y est, les municipales, c'est dans 4 mois. Voilà. Et Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, arrive d'ici 15 minutes. Donc, Franck Hovorka, on va commencer avec vous. Eh oui, il fallait bien qu'il y en ait un qui est chez les plâtres. Bravo, Franck. Donc, directeur et technique et innovation de la Fédération des promoteurs immobiliers, membre du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Donc, comment justement vous travaillez avec les maires? Enfin, pas beaucoup en ce moment, on le sait. Moins qu'on ne le voudrait, oui. Justement sur ces sujets de réconcilier les trajets domicile-travail, repenser l'aménagement des territoires, lutter contre l'étalement urbain, en fait, tout ce qui a déclenché la crise des Gilets jaunes il y a 1 an. Entre autres, oui. Merci beaucoup. Merci César. Bonjour à toutes et à tous. Et bien donc, en fait, un des axes pour lesquels la présidente Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, m'a demandé de travailler, c'est effectivement comment retrouver du lien qui fasse que notre métier retrouve une responsabilité plus forte dans l'acte de construire. C'est-à-dire qu'en fait, comment sortir d'une vision en silo où les plans d'urbanisme souvent disent on met l'activité à tel endroit, le résidentiel à tel endroit, le commercial à tel endroit, et vous retrouvez à peu près le plan de certaines villes. Et comment on sort de ça pour essayer d'être beaucoup plus intégré et avoir une réflexion conjointe sur les impacts. Donc c'est retravailler dans un dialogue constructif avec les élus, donc le pouvoir politique, mais aussi avec les services techniques, de manière à penser l'intégration de nos ouvrages dans le territoire. Donc un des éléments, par exemple, sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut que ça se passe avec le bon tempo, c'est la réglementation environnementale 2020, dans lequel on va intégrer l'impact carbone. L'impact carbone, c'est un des sujets qui permet de redonner le pouvoir aux usagers. Tout d'un coup, vous allez pouvoir savoir combien pèsent vos transports, combien pèse votre immobilier, et faire le lien, combien pèse votre alimentation, et faire le lien entre les différents impacts. Donc on voit que là, on a des indicateurs aujourd'hui qui deviennent extrêmement intéressants parce qu'on peut transférer une information, remettre en responsabilité des élus et des citoyens, avoir des promoteurs au centre avec leur maîtrise d'œuvre, tant architecturale que l'ingénierie, et avec les constructeurs, sur l'information que l'on transmet. Donc on est aujourd'hui vraiment dans un monde où on va pouvoir donner plus de transparence, retrouver de la confiance avec les élus, faire cette intégration dont vous parlez sur la mobilité, parce que pour vous donner un exemple très concret, en termes énergétiques ou carbone, vous avez 4 grands blocs. Le premier bloc, ça va être l'énergie consommée par l'immeuble lui-même pour le chauffer, le ventiler. Le second bloc, ça va être toute l'énergie liée à ce que vous branchez dans votre appartement ou dans votre immeuble de bureau ou dans votre data center. Alors pour vous donner des chiffres un peu concrets, la réglementation actuelle, c'est 50 kWh par mètre carré et par an d'énergie primaire consommée par un bâtiment. Si vous regardez certains bâtiments de bureau, on monte à 300 kWh. Donc vous voyez que la partie régulée, en fait, c'est le 6e de ce qui ne l'est pas. Donc on a des réflexions à mener ensemble sur ces sujets-là. Le 3e bloc, ça va être toute l'énergie qui a été consommée pour produire les éléments de construction, donc avec tous les impacts carbone que ça représente quand vous construisez un immeuble ou quand vous le rénovez. Et enfin, le 4e bloc, c'est ce qu'on appelle la mobilité contrainte, c'est-à-dire à partir du moment où on pose un immeuble quelque part, on vous oblige à vous déplacer pour aller rechercher votre alimentation, travailler ou vous loger en conséquence. Et donc ces 4 grands blocs, finalement, sont extrêmement interdépendants et nécessitent d'avoir une vision cohérente, parce que ça ne sert à rien d'aller gagner 5 kWh sur la réglementation thermique si dans le même temps,
vous perdez 40 kWh liés à un déplacement parce que vous n'avez pas placé les services de mobilité qui permettent aux gens d'éviter l'usage du véhicule. Et on revient sur votre remarque sur les gilets jaunes. Effectivement, si on ne traite pas de la mobilité, on n'aura pas traité de l'immobilier. Merci pour cette transition que je n'ai pas besoin de faire pour Fabrice Bonifay. Ça, c'est un métier. Merci César de m'avoir formé à ce métier. Directeur du développement durable et de la qualité de la sécurité de l'environnement du groupe Bouygues, membre de la Smart Building Alliance et enfin cofondateur du consortium Convergence Bâtiment Mobilité qui va faire des annonces le 10 décembre prochain, mais vous pouvez déjà nous les présenter parce qu'on est en plein dans le sujet justement comment on va essayer de faire des immeubles de demain, des hubs de mobilité. Oui, donc le 10 décembre, en effet, au 32 Hoche, on va rassembler Le siège du groupe Bouygues. Le siège du groupe Bouygues, voilà, à Paris. Un certain nombre d'acteurs industriels, dont Enedis d'ailleurs. Il y aura Schneider Electric, il y aura Renault, il y aura Michelin, et Bouygues bien sûr, et puis Laver, et divers acteurs institutionnels. Les fédérations de promoteurs qui seront là aussi. Ah ben, formidable. Et donc oui, ce qu'on souhaite présenter à l'initiative de la Smart Building Alliance, c'est l'initiative similaire à ce que la SBA avait fait il y a 5 ans pour le lancement de R2S. C'est Ready for Mobility, des bâtiments Ready for Mobility, c'est-à-dire des bâtiments qui vont être conçus pour accueillir de la mobilité décarbonée inside, c'est-à-dire dans le bâtiment. Alors pourquoi ? Parce qu'on pense que demain, les bâtiments vont devenir des hubs de mobilité, en effet, que les parkings des bâtiments, il y en aura encore, vont devoir être aménagés pour accueillir de la mobilité partagée, c'est-à-dire des véhicules non pas propriétaires avec un seul utilisateur, mais des véhicules à disposition des utilisateurs du bâtiment en mode partage. Et bien sûr, électrique. Alors, il n'y aura pas que des voitures, il y aura des vélos cargo, des trottinettes, des scooters. L'objectif étant bien sûr que ces véhicules soient utilisés plusieurs fois par jour par différentes typologies d'utilisateurs, que ce soit les utilisateurs du bâtiment eux-mêmes ou les riverains de ce bâtiment. Et donc, si vous avez un bâtiment ready for mobility, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir un trafic en fait, de personnes qui viendront chercher des devices de transport pour aller dans la ville, dans le quartier, dans la région, et pourront laisser éventuellement leurs véhicules dans d'autres parkings. Alors, c'est l'équivalent de l'autolib ou du vélib outdoor, mais là, on le fait indoor. Et donc, l'avantage de le faire indoor, il y en a un gros, c'est déjà de lutter contre le vandalisme. Ça existe beaucoup pour les devices qui sont à disposition en outdoor. Et puis, ça permet aussi de faire baisser l'empreinte carbone du bâtiment, parce que, comme l'a dit Franck, aujourd'hui, lorsqu'on calcule en coût carbone complet le bilan carbone des bâtiments, l'énergie de transport et les émissions de gaz à effet de serre du transport, c'est un peu plus de 40% du total pour les bâtiments neufs. Prenez le micro, Nicolas. Non, du transport domicile-travail, des gens qui sont qui travaillent dans le bâtiment. Donc il faut absolument baisser cette composante-là, mais pour ça il faut des standards, parce que qui dit hub, qui dit accès à ces parkings par des gens qui ne travaillent pas dans le bâtiment, par exemple, ça nécessite des protocoles de signalétique différents, des protocoles d'accès différents, de manière à ce que ça puisse se faire en toute quiétude pour les utilisateurs du bâtiment. Et puis, ça nécessite aussi de gérer l'énergie du bâtiment, parce que les bâtiments vont devenir producteurs nets d'énergie, on le sait, à partir de 2021, ils seront tous BEPOS, on l'espère. Bâtiments à énergie positive. Voilà, ils devront, donc il y en aura de plus en plus, hein. Et donc ces bâtiments vont produire leur propre énergie. Vous savez que la loi aujourd'hui autorise, n'est-ce pas Enedis, enfin c'est pas la loi Enedis, mais ils ont beaucoup œuvré pour, à autoconsommer aujourd'hui l'énergie que les bâtiments produisent. Donc ça c'est autorisé aujourd'hui sous certaines conditions. Mais qui dit autoconsommation pour l'énergie spécifique, donc l'éclairage par exemple du bâtiment, mais aussi recharger les véhicules électriques et peut-être même les recharger demain en courant continu, ce qui améliorera les rendements. Et tant qu'il y a 3-4 voitures électriques dans les bâtiments, ça ne pose pas de problème. Mais demain ce n'est pas 2030, hein, demain c'est 2021, 2022, 2023, parce qu'il y a une explosion des véhicules électriques aujourd'hui qui arrivent dans les bâtiments tertiaires surtout. Bien, quand il y en aura 50 ou 60, bien, si vous n'avez pas une gestion intelligente des recharges, vous allez écrouler votre armoire électrique de votre bâtiment. Donc, je crois que mon collègue d'Enedis en dira un peu plus là-dessus. Nicolas Machtou, directeur délégué d'Enedis d'Île-de-France, votre job justement c'est d'apporter du réseau partout, du courant partout. Comment vous allez travailler justement au déploiement de ces infrastructures
Peut-être 2 mots sur Enedis. On a deux grosses lignes de production chez Enedis qui sont le raccordement et le dépannage. Donc effectivement, on a le monopole de l'exploitation, de la maintenance et du développement du réseau public de distribution d'électricité, donc qui fait le lien entre le réseau de transport et votre prise électrique. À ce titre-là, effectivement, on accompagne le développement économique de toute une série d'opérateurs et évidemment la construction immobilière, la promotion immobilière et le développement de la mobilité électrique. Comment est-ce qu'on vous accompagne? En fait, je suis gestionnaire d'infrastructures fondamentalement. C'est-à-dire que je ne suis pas opérateur de bornes, je ne suis pas évidemment constructeur d'immobilier. Et donc j'ai d'abord un rôle de conseil, j'ai un rôle de prescripteur technique, c'est-à-dire que j'ai une capacité à aider les opérateurs à comprendre comment est-ce qu'on peut bien piloter un groupe de bornes de recharge dans un parking, où il est intelligent de situer, de positionner ces bornes de recharge sur un réseau de telle façon à limiter les appels de puissance et donc à devoir financer des nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements en fait sur mes infrastructures. Et donc c'est d'abord un rôle d'accompagnement et de conseil avant moi-même de procéder au raccordement. Il y a ce premier rôle-là, en dehors de mon métier de base. Et le second, c'est très propre à la mobilité électrique. De fait, c'est une nouvelle activité pour les collectivités locales. C'est une nouvelle manière de penser la gestion de l'espace public. Et pour avoir un début d'ordre de grandeur, ça doit être dans la PPE, on dit 1 million de véhicules. La programmation pluriannuelle de l'énergie. Pardon, on dit 1 million de véhicules électriques en 2030. Voilà, ça veut, en Ile-de-France, ce qui veut dire 7 millions de bornes. Aujourd'hui, alors bornes publiques et privées, hein, sur le domaine public et dans les logements et dans les entreprises. Aujourd'hui, en mars dernier, il doit y avoir 27 000 bornes sur le domaine public en Ile-de-France. Donc on est très très loin du ballon, en vrai, dans l'accompagnement du développement de la mobilité électrique. Et donc, on cherche à accompagner du mieux possible la cartographie des cartes, l'identification des besoins. On essaie de développer un rôle de conseil auprès des opérateurs qui le souhaitent, et notamment évidemment des collectivités locales, pour les aider à comprendre qu'est-ce que c'est d'une certaine manière qu'une bonne borne. Comment on fait pour bien anticiper son besoin, comment est-ce qu'on traite le sujet des taxis, comment est-ce qu'on traite le sujet de toute une série de besoins catégoriels qui sont un peu différents. Et on est au début d'un chemin qu'on essaie de procéder avec l'ADEME d'ailleurs, de cartographie un peu indicative de la manière dont il faudrait déployer ces nouvelles infrastructures. Sachant qu'on ne développera pas les bornes nous-mêmes, évidemment. Franco Vorka, justement, vous avez un peu évoqué tout à l'heure les engagements carbone du bâtiment, un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre et de CO2 avec les transports. Je voulais réagir là-dessus, parce que vous avez dit un truc que je trouve extrêmement juste. On peut filer la littérature de la transition écologique le matin, le midi et le soir. À la fin de l'histoire, on revient toujours à cette histoire de prix du carbone. On a besoin de pouvoir comparer les choux et les carottes. Et pour pouvoir comparer des choux et des carottes, il y a un seul indicateur réel aujourd'hui qui est le carbone, le prix du carbone. Et c'est très important que dans la construction immobilière et dans la promotion immobilière, on ait ce souci de la plus grande lisibilité, d'une certaine manière, de l'impact global de ce qu'on construit. D'autant que la ville de demain est en pleine construction. Je vois Valérie Maillère-Billemont dans la salle, qui est Madame Aventon la métropole du Grand Paris. Donc justement, comment vous travaillez avec les élus, pas de cette métropole, mais pas que, justement, pour atteindre ces objectifs? Pas que, parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Macheteau, c'est aussi travailler avec les gestionnaires d'infrastructures, avec nos maîtrises d'œuvre, architectes et ingénieurs, avec les constructeurs comme Fabrice. C'est-à-dire que c'est en fait le sujet de fond sur lequel nous sommes, c'est que notre structuration, qui est un peu issue de la charte d'Athènes des années 30, c'est une structuration en silo. Voici un usage du territoire où je mets des routes avec une certaine largeur, parce que les routes permettent d'aller de mon lieu de résidence à mon lieu de travail. Je mets l'industrie très loin parce qu'elle était polluante déjà dans les années 30, donc on a cette ségrégation. Donc en fait, notre problème majeur aujourd'hui, c'est que notre arsenal législatif et réglementaire est structuré pour ségréguer les usages. Et là, ce qu'on est en train de dire ensemble ce matin, c'est qu'il faut faire tout l'inverse. Il
Il faut au contraire retravailler sur des lieux hybrides. On y travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir retravailler sur des quartiers où vous avez des lieux de travail, des lieux de vie, des aménités pour pouvoir trouver où se loger, enfin où se nourrir, les lieux culturels qui ont un impact extrêmement important et qui sont profondément nécessaires à la vie sociale en ville. Donc on voit bien que sur tous ces ensembles-là, en fait, on est à ce moment un peu critique où on a une réglementation ségrégante, alors qu'en fait, il y a une demande très forte d'aller vers l'intégration. On parlait des véhicules dans les parkings, par exemple. Pour prendre juste cet exemple-là, aujourd'hui, moi, en termes de réglementation, je n'ai pas le droit de faire entrer des véhicules autres que les véhicules des résidents dans un parking. Faute de quoi je change de réglementation, je deviens un parking public, avec tout ce que ça implique de surcoût d'investissement. Donc, comment on fait ? Les HLM. Les HLM. Paris Habitat voilà. détient un immense parc immobilier à Paris, avec beaucoup de places de HLM. Ils ont exactement ce même problème. Donc on est sur vraiment un moment charnière, et c'est vrai que c'est toute la complexité de notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de se sortir par le haut, de trouver d'autres usages et de faire évoluer la réglementation dans le même temps. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la Fédération des promoteurs immobiliers est au Conseil supérieur de la construction, parce que c'est un lieu qui permet de débattre au niveau de la place sur les évolutions potentielles de la réglementation. Et je pense que le travail qui a été fait depuis plus d'1 an sur la réglementation environnementale 2020 pour la préparer permettra de la mettre en œuvre dans les temps, correctement, et en évitant des heurts avec les acteurs de cette réglementation. Fabrice Bonifay, vous êtes un BTPiste, et pas seulement, entre autres. Justement, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de concevoir différemment les bâtiments ? Je ne sais pas, on parle beaucoup du hors-site, la construction modulaire, mais ça peine encore à émerger. Ça peine à émerger parce qu'en fait, l'outil industriel n'existe pas encore en France, mais on voit bien aux États-Unis, en Chine, que le hors-site est en train de s'imposer, parce que c'est tout simplement, dès lors qu'on a du volume, moins cher, c'est mieux en qualité, ça va plus vite à construire, il y a moins de nuisances. Alors, on en est là aujourd'hui, enfin on construit encore massivement en béton en Europe, en général, parce que ça a été longtemps un matériau extrêmement facile à utiliser, pas cher, solide. Et le seul petit problème du béton, on est bien placé pour vous le dire chez Bouygues, c'est que ça émet beaucoup, enfin le ciment en tout cas, ça contribue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, 8% des émissions mondiales. Donc on voit bien avec les réglementations qui arrivent, plus c'est moins, les labels BBCA et compagnie, que nos clients progressivement nous demandent de construire bas carbone. Et donc on écoute nos clients, c'est mieux quand on est une entreprise. Et on travaille donc sur des nouveaux modèles constructifs, y compris Bouygues, le roi du béton, pour travailler sur des modèles constructifs qui vont prendre en compte des matériaux différents. Donc le bois, bien sûr, on construit déjà massivement en bois chez Bouygues, y compris... Est-ce qu'on peut faire des bornes de recharge dans des constructions en bois ? Oui, bon, sans problème, sans aucun problème. On pense souvent que le bois, c'est un matériau qui brûle parce qu'on le met dans les cheminées, mais ça ne brûle pas plus que le béton. Et il n'y a pas besoin de plus de mesures particulières quand on construit en bois. Contrairement, le bois, c'est un retardateur de feu. Et donc, on travaille aussi sur d'autres modèles constructifs qui utilisent d'autres matériaux que le bois, notamment la terre crue, le pisé. Donc, on a une recherche spécifique là-dessus. Avec le Grand Paris, on va extraire près de 270 millions de tonnes de terre escavée qui potentiellement... 270 millions ? Moi, j'avais Oui. 45 millions comme chiffre. Oui, mais il faut mettre aussi tout ce tous les réseaux de TP qui vont être associés. Oui. Et quand vous faites le cumul, tout ça, ça fait des centaines de millions de tonnes. Là-dedans, on va pouvoir récupérer de la terre de très bonne qualité. Et selon certains protocoles, on va pouvoir construire des logements avec ces matériaux. Il faut savoir que la terre crue, c'est quand même un matériau qui est utilisé depuis des millénaires, et certains sont encore debout. Donc ça, c'est ultra bas carbone. Je pense que ça va s'imposer petit à petit, et qu'à l'horizon 2030, une majorité des logements en France ne seront plus construits en béton. Ils seront construits avec des matériaux alternatifs. Alors, pour mettre en place des plateformes hors site, c'est plus du tout le même modèle économique.
On passe sur un modèle économique où on va avoir besoin de faire des investissements en site fixe. Qui dit site fixe dit quand même s'assurer un certain volume de production, parce qu'on va être obligé d'écouler en fait une production sur un volume régulier. Il y aura probablement peut-être demain des regroupements d'industriels pour fabriquer ces bâtiments de demain. Il y a plein de discussions qui sont en cours aujourd'hui. Mais Bouygues, à l'étranger, notamment à Singapour, on a déjà des sites fixes pour construire des bâtiments, des logements ou même des hôtels ou même des hôpitaux en hors site. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais on ne pourra pas faire l'économie aujourd'hui de changer de modèle économique sur le bâtiment. Le coût carbone complet, c'est 4 choses. Ce n'est pas 3 choses, c'est 4 choses. C'est bien sûr l'énergie grise pour les matériaux. Donc, on peut faire aussi du béton bas carbone. On a actuellement des recherches dans ce domaine-là. Le programme Rossi Béton est un excellent programme qui permet de faire quand même des économies d'échelle très importantes si on arrive à réintroduire dans le béton neuf du béton ancien et donc d'économiser du clinker et donc du ciment. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. On utilisera toujours un peu le béton de toute manière, ne serait-ce que pour certaines parties de l'ouvrage. Il y a l'électricité spécifique, on l'a vu, et là, les progrès ont été, ces dernières années ont été tout à fait importants, grâce d'ailleurs à des grands champions français comme Legrand, Schneider, qui ont su mettre en place dans les bâtiments des dispositifs d'électricité, enfin, d'efficacité énergétique active, qui aujourd'hui ont fait leurs preuves. Mais il y a aussi le problème de l'effet rebond, donc de l'éducation à faire de nos utilisateurs de nos bâtiments, parce que ce qu'on gagne d'un côté, on a tendance à le perdre de l'autre, avec une utilisation plus importante du chauffage, par exemple, parce qu'on consomme moins, donc on dépense moins, et du coup on chauffe plus, donc on perd d'un côté ce qu'on a gagné de l'autre, ce qui n'est pas très bien. Et puis le troisième point qui est important, c'est la capacité que les bâtiments auront à produire leur propre énergie. On l'a dit, il faut le répéter. Et donc ça va devenir important si on veut aller vers la neutralité carbone, c'est-à-dire du carbone évité, du carbone qu'on va pouvoir éviter par le fait que le bâtiment étant de plus en plus et sera de plus en plus autonome, eh bien, ça va rembourser une partie de la dette carbone qui va être nécessaire pour le fabriquer. Et enfin, la mobilité, qui, dans certains cas, suivant l'emplacement du bâtiment, plus vous êtes loin des centres-villes, plus vous êtes loin de systèmes efficaces de transport en commun, plus vous avez recours à de la mobilité aujourd'hui carbonée. Progressivement, on voit bien que les villes, et Paris en est un bon exemple, va interdire, bannir les véhicules thermiques. Si j'ai bien tout compris, pour Paris, c'est 2024. Et la région en 2030. Et la région 2030, ça veut dire qu'il va y avoir un renouvellement exceptionnel en 10 ans des devices individuels de transport. Il va bien falloir recharger tout ça. La voie publique ne suffira pas. On sera obligé d'utiliser des parkings privés. Et qui dit parking privé, il y a plein de possibilités pour que ça se fasse rapidement. De travailler notamment, c'est une proposition qu'on fait, sur l'intensité d'usage. Un parking qui serait sous-utilisé pourrait payer peut-être plus de taxes qu'un parking qui serait plus largement ouvert et donc plus utilisé sur une chronotopie d'utilisation de l'ouvrage plus large. Donc ça, c'est des propositions qu'on va faire au pouvoir public pour accélérer cette transition. Christine Lecomte, merci de nous avoir rejoints. Mais à culpa, je vous avais dit 10h et pas 9h. Oui, je pensais être en avance, donc je m'excuse auprès de tous. Voilà. Donc, vous, présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, vous, votre credo en ce moment, c'est ménager plutôt qu'aménager la ville et, si possible, la réparer. Vous venez d'entendre Fabrice Bonifay qui appelle à plein de choses en matière de transition écologique. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et vous, comment vous voyez justement la ville de demain? Bon, évidemment, je souscris à beaucoup de propos qui ont été dits sur les matériaux biosourcés, sur la mutualisation des usages, sur le fait en chronotopie, c'est-à-dire sur le temps de la ville, l'utilisation aussi des lieux, ça me semble évident. Néanmoins, je pense qu'on est à un moment charnière où il va falloir peut-être changer complètement de logiciel de ménagement des territoires. L'aménagement, c'est déjà quelque chose de très lourd. Ménager, ça veut dire faire avec. Et faire avec, ça veut dire déjà se poser la question de chaque acte que l'on va faire.
qu'est-ce que ça donne sur le territoire en termes d'utilisation des ressources, en termes de mobilisation de ces ressources renouvelables, non renouvelables, et de l'économie ou non que ça génère, en plus de la pollution, etc. Donc aujourd'hui, si on considère qu'on ne peut plus s'étaler, on considère qu'il faut rester dans l'enveloppe urbaine existante. Déjà, ça fait un paradigme qui est difficile à digérer pour certains. Et à partir de ce moment-là, si on se dit ça, et si on se dit qu'en région parisienne, 75% des déchets proviennent des bâtiments, il va falloir aussi se dire qu'il va falloir arrêter de démolir. Il va falloir arrêter de démolir au maximum, ou alors déconstruire quand vraiment ce n'est plus envisageable, pour récupérer la matière, non plus comme un déchet, mais comme une ressource. Et là, c'est là où nous, on attend effectivement les acteurs, puisque les architectes ont depuis quelques années déjà engagé ce chemin, mais qu'on ne peut pas faire seul. On est obligé d'avoir à nos côtés les bureaux de contrôle, ça c'est une évidence, et on a un gros déficit en termes de bureaux de contrôle sur les questions de recyclage. On va avoir besoin aussi des promoteurs, moins de démolition, moins de construction neuve et plus de réhabilitation. Et ça, il y a un énorme travail parce que si certains le font, on n'en a pas assez qui s'y mettent et c'est pas grave, c'est normal, on doit tous changer de logiciel. On a aussi peut-être besoin de se rapprocher des entreprises dans le sens où la plus-value de la prestation intellectuelle de l'architecte va peut-être changer dans ce nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'effectivement, on va peut-être parfois moins construire, avoir des bâtiments peut-être pas moins chers, mais avec des modes de faire qui seront différents. Donc il va falloir tout revoir, même les modalités même les modalités d'assurance, c'est ce que j'allais dire, et même les modalités de rémunération de chacun des corps pour utiliser finalement plus de matières grises et moins de matières premières. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc nous, on est sur ce créneau-là. Parce que, effectivement, ça va nous demander aussi à notre profession un grand changement. Hein, quand on voit encore certaines perspectives de nos confrères aujourd'hui qui sont peut-être trop encore à vouloir peut-être plaire à une façon de faire qui est une forme de greenwashing. Hein, on en est encore là. Non, aujourd'hui, il faut le bon sens. Et le bon sens, ça veut dire on plante, et on plante en pleine terre. Et on plante avec un usage, ça veut dire qu'il va falloir réutiliser, ça veut dire qu'il va falloir réparer, et réparer, c'est positif. Et demain, l'architecture de demain, elle répare. Mais elle répare, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer, ça veut dire qu'on va recréer de l'architecture à partir de lieux qui existent. Et là, il y a fondamentalement un challenge, parce que les architectes ne peuvent pas le faire seuls. Même si on a plein d'idées, ce qui nous arrive, parfois elles sont farfelues pour certains, en tout cas c'est ce qu'on peut penser. Parfois on nous dit qu'on est trop cher, mais en fait, en coût global, sommes-nous trop chers? Et quand je parle de coût global, je parle de coût environnemental pour la planète. Je ne parle plus du coût pour l'un ou l'autre des acteurs. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais quand on regarde le dernier rapport de l'ONU d'hier, on a doublé la réduction de gaz à effet de serre qu'on doit faire parce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. Donc ça veut dire que si on continue comme ça, avec ce logiciel qu'on a là, qui est bien, hein, je veux dire, on a tous... si on continue comme ça, et si les élus et les politiques ne nous aident pas à changer, aucun des acteurs ne peut le faire. En clair, il faut reconstruire la ville sur la ville, mais même cette expression, elle a du mal à trouver son public. Non, reconstruire la ville sur la ville, ça veut dire ça veut tout dire, ça veut dire qu'on peut démolir. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. Il faut arrêter le gaspillage. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Vels. Pierre Vels le dit. Et il faut une cure de désintox. C'est clair, on a trop consommé de matière. Prenez une chose simple. Quand vous prenez des matériaux neufs, ce n'est pas le matériau neuf que vous prenez pour une plainte. Vous avez besoin de 2 plaintes. On vous apporte la palette parce qu'on ne peut pas vous en donner 2. Et en plus, la palette, comment elle est entourée? Avec du polystyrène, du papier sur une palette en bois. Enfin, en gros, pour un utilisage d'1% de matière, on utilise 99% de matériaux autour qui ne servent à rien. Donc en fait, on est dans une surconsommation complètement stupide. Nous, c'est le Black Friday de la construction, c'est tous les jours. Hein. Mais c'est ça. Donc à un moment donné, effectivement, nous, on a notre part, mais on a tous notre part. Il faut vraiment qu'on arrive à la prendre en considération. Nicolas Macheteau, vous vouliez réagir. Oui, non, c'est assez fondamental. Et en fait, on voit bien que c'est tout ce qui va être de l'ordre de la sobriété,
tout ce qui va être de l'ordre de C'est le mot que j'attendais l'économie, depuis tout à l'heure, et qu'on n'avait absolument, pas entendu. de l'efficacité énergétique, etc., est aujourd'hui absolument déterminant. Parce que de toute façon, même avec des énergies renouvelables, les éoliennes ne montent pas jusqu'au ciel. De toutes les façons, à un moment, on est contraint par l'accès à la ressource. Et de fait, alors pour le coup, Enedis, au titre de son monopole de comptage et de la capacité qu'on a à développer aujourd'hui la production de données de consommation, la compréhension de la donnée de consommation d'énergie par le consommateur, aujourd'hui, on essaie d'accompagner autant que possible les collectivités locales, les promoteurs, tous les consommateurs à avoir une vision assez fine de ce qu'ils consomment pour, à la fin, arriver à mettre en place des actions de sobriété, de réduction de la consommation. C'est sûr qu'on va devoir tous se mettre au régime sur ce sujet. Ça va commencer rapidement. Je souscris complètement à ce que vous venez de dire, mais les architectes ne nous aident pas toujours. Il faut quand même en avoir conscience. Chacun doit faire sa part d'effort. On milite bien sûr à cette notion de bâtiment banque de matériaux. On travaille sur ce sujet, en tout cas chez Bouygues, depuis un paquet de temps. On a plein de contraintes, notamment, vous l'avez dit, ces histoires de requalification des matériaux qu'on a utilisés sur des bâtiments anciens et pour les réimplanter dans les bâtiments neufs. Les problèmes donc d'assurance, aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Le problème du statut de déchets également. Une fois qu'on fait du curage d'un bâtiment ancien, que vous récupérez les matériaux, ils passent par la case déchets. C'est compliqué de les revendre parce qu'on ne vend pas de déchets en France. Donc on a demandé dans la loi économie circulaire de faire évoluer ça. Le problème des diagnostics qui ne sont pas faits, alors que c'était déjà dans l'ancienne loi. Il faut rendre obligatoire ces diagnostics pour éviter de jeter des matières premières qui sont potentiellement réemployables. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est, aujourd'hui, vous l'avez dit, les chiffres sont implacables. Il y a largement une offre pléthorique. Il y a énormément, en millions de tonnes. Mais par contre, il y a zéro demande. Donc, il faut faire un choc de la demande. Le choc de la demande, c'est ceux qui sont les prescripteurs des bâtiments, c'est-à-dire les maîtrises d'ouvrage publiques, maîtrises d'ouvrage privées, qui doivent accepter, pour baisser l'énergie grise de leur bâtiment, eh bien, d'incorporer dans leur programme de réhabilitation ou de bâtiments neufs, parce qu'il y aura toujours besoin de faire un peu de neuf de toute manière, eh bien, des matières premières secondaires et du recyclage. S'il n'y a pas de choc de la demande, on restera toujours avec des stocks importants de choses qu'on n'utilise pas et qui viendront ensuite, in fine, grossir les décharges de déchets inertes. Donc nous, ce qu'on milite, on milite pour que toutes les maîtrises d'ouvrage publiques soient prescriptrices de réemploi. Alors peut-être pas en pourcentage, parce que c'est compliqué à calculer un pourcentage de réemploi, il y a d'autres façons de faire, mais si on nous oblige, nous, industriels, à imaginer nos constructions en utilisant du réemploi, on saura trouver assez facilement les gisements pour, avec les architectes, bien entendu, trouver des solutions pour que dans un bâtiment rénové, il y ait une part croissante de réemploi dans les matériaux qui vont être utilisés. Ça se fait déjà dans l'automobile depuis une vingtaine d'années, et quand on achète un véhicule neuf, on n'a pas l'impression de rouler dans un véhicule d'occasion, alors que beaucoup des matériaux qui sont dans le véhicule sont soit issus du recyclage et de plus en plus du réemploi. Il faut que cette logique qui existe aujourd'hui dans l'industrie automobile existe aussi dans l'industrie du bâtiment, ce qui nécessite aussi, au niveau des normes, d'arrêter le sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas suffisamment standardisé. Aujourd'hui, toutes les fenêtres sont toujours différentes. Les huisses, il n'y a pas que les fenêtres ou les huisseries, tout est différent. Et je pense qu'on aurait aussi moyen d'arriver maintenant à des standards plus rapidement, de manière à pouvoir plus facilement faire en sorte que les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres. Christine Lecomte, on a 20 ans de retard, donc ? Oui, mais enfin, je ne souscris absolument pas sur les standards, là. Justement, je pense qu'en des standards, on en mange depuis justement 20 ans. Et on a réussi, avec toutes nos lois RT, etc., à réduire la taille, réglementation thermique, à réduire la taille des ouvertures, à oublier de penser. En fait, il faut relire Ivan Illich. Lisez Ivan Illich, vous allez voir, le XXe siècle nous a empêchés de réfléchir à ce qu'était un bâtiment en termes de technique, nous, les habitants, les citoyens, au-delà des professionnels. C'est un peu comme la voiture. Moi, il y a 20 ans, je réparais ma 2 chevaux. Aujourd'hui, je ne peux même plus savoir, quand ma voiture tombe en panne, ce qui se passe. Un bâtiment aujourd'hui neuf,
Personne ne sait exactement comment ils fonctionnent. Demandez aux gens, ils ouvrent plus leurs fenêtres, ils attendent que la ventilation marche, etc. Un bâtiment, c'est un être vivant avec des matériaux vivants. On a encore 15% de notre patrimoine en France qui est en terre crue, en terre. 15%, c'est pas rien. Ça veut dire que la ville de demain dont vous parliez tout à l'heure, en fait, finalement, c'est la ville d'aujourd'hui avec un petit peu de pourcentage qui se renouvelle parce que elle est jamais terminée, elle est jamais parfaite. Donc, en fait, cette question-là, elle est hyper importante. Pour revenir sur la question des filières, c'est un vrai sujet. Pour nous, c'est un sujet, c'est même fondamental. Et je dirais même qu'on a déjà repris encore du retard, parce que je vois Valérie Blier-Mimon dans la salle, mais c'est vrai que quand il y a eu le premier Réinventons la métropole, tout est sorti en bois. C'était déjà il y a 3 ou 4 ans. Le village olympique sera aussi Le en bois. village olympique va être en bois. Mais qu'avons-nous attendu pour structurer notre filière bois française déjà? Je ne parle même pas francilienne, parce que ça serait, ou même élargie, francilienne élargie, au bassin un peu plus large. C'est ça parce que le bois vient d'Autriche? Mais la question, elle n'est pas là. C'est qu'à un moment donné, quand on met une manne financière telle, une économie telle dans des grands volumes de bâtiments comme ça, si on n'aide pas politiquement, je veux dire, les filières à se structurer de l'amont jusqu'à l'aval, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans la filière du réemploi. Aujourd'hui, c'est pareil. Nous, on a créé un comité de liaison des matériaux biosourcés franciliens avec la Chambre d'agriculture. Au début, tout le monde se moquait de nous. Pourquoi les architectes vont voir les agriculteurs? Parce que si nous, on prescrit du chanvre et que les agriculteurs n'en fabriquent pas en Ile-de-France, comment on peut faire? Aujourd'hui, les agriculteurs, ils en produisent en Ile-de-France. Ils en produisent 35 000 tonnes en France. 35 000 tonnes, c'est énorme. Il en faut 5 000 tonnes pour faire le village olympique. Donc on a les moyens. On a les moyens en France de structurer des filières, si tant est que derrière, on a la volonté politique. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça va nous changer nos modes de faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On est quand même un pays où il y a du bois. Enfin, je veux dire, regardons le bon sens. Un tiers de la superficie du pays. Voilà. Donc, effectivement, nous, en Ile-de-France, on a plutôt des chênes, c'est très noble, etc. Mais regardons juste à côté. Trouvons des alliances. Je voyais Anne Hidalgo qui travaillait avec Lyon hier et qui faisait un parallèle avec les matériaux et les ressources de Lyon. C'est exactement ça. Il faut quand vous me parlez en fait de mixité des usages, moi je parlerai aussi de relations et d'équilibre entre les territoires, parce que là, c'est indispensable. Le bon sens, je redis ce mot-là, parce que parfois, c'est quand même complètement aberrant. C'est très bien un village olympique en bois, mais un pas en bois de l'autre bout de la terre. Ça ne sert à rien. Franco Vorca, vous côtoyez au quotidien les élus pour obtenir les permis de construire. Et les architectes. Et les architectes. On a parlé de choc de la demande, mais vous aussi, ce dont vous rêvez, c'est un choc de l'offre pour loger tout le monde? Alors, non, parce que comment on concilie tout ça? la demande est là, hein, vous le savez bien, c'est un des sujets majeurs d'ailleurs. C'est qu'on n'a pas de problème d'acheteurs et d'acquéreurs. Aujourd'hui, dans le logement, on a plutôt un problème de production. C'est-à-dire qu'on est bloqué par une structure politique ou technocratique qui fait que... les élections municipales. Hein? Par les élections municipales. Notamment. Mais c'est plus général. C'est-à-dire que je rejoins ce que vous dites. C'est que, en fait, comme on est à ce moment que j'expliquais tout à l'heure de nécessaire transition d'un modèle à un autre modèle, comment voulez-vous, dans la réglementation actuelle, faire tout ce que vient de dire Christine? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut changer les réglementations. Alors on commence à avoir des outils. Le nouveau code de la construction et de l'habitat va nous permettre de mettre en place des solutions d'effet équivalent. Il faut qu'on y travaille. Mais aujourd'hui, on a beau dire qu'il faut changer, il n'en reste pas moins que la standardisation, la norme est confortable pour beaucoup d'acteurs. Parce que c'est comme ça, ça évite de se reposer des questions. Et ce qu'on est en train de dire tous autour de la table, c'est qu'il faut se remettre en cause, poser des questions, faire différemment et trouver les structures économiques qui permettent de faire différemment. Parce que faire différemment avec 50% de surcoût, tout le monde sait faire. C'est pas un problème. Mais alors faire différemment avec une meilleure qualité et comme le demande le ministre de Normandie, faire plus vite, moins cher, ça va être un vrai challenge pour nous tous. Et c'est là que l'enjeu est majeur, parce qu'il faut pouvoir sortir de nos habitudes, travailler sur la préfa notamment. On a des sujets extrêmement intéressants avec des fournisseurs. On va pouvoir passer un des problèmes de la préfabrication, c'est que dans les années 70, ça avait créé une chute de la qualité. C'est-à-dire qu'on avait fait...
Voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a cette expérience de la préfa il y a longtemps. Si on a pu sortir quasiment 1 million de logements dans les années 70, c'est en préfabricant. Donc il va falloir réinventer cette préfa pour retrouver la qualité et la diminution de coûts. Ce qui veut dire, encore une fois, travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, producteurs de composants, constructeurs, maîtrise d'œuvre, archi, ingénierie, assurance. Parce que les bureaux de contrôle dans tout ça, Christine, ne n'est que le bras armé d'un système législatif qui cherche à protéger le citoyen. Donc on a un ensemble là d'acteurs qui doit muter. Et si on ne mute pas ensemble, c'est le principe du tonneau, il suffit qu'il y ait une latte qui soit plus basse et votre tonneau fuit. Donc on a besoin de tous muter ensemble. Et c'est ce qui rend le moment, je pense, parfois agaçant pour certains acteurs, c'est que tant qu'il n'y en a pas 100% des acteurs qui bougent, on reste contraint dans notre système ségrégationniste existant. Moi, je pense qu'il y a même des transferts technologiques à opérer. On sait très bien que les voitures électriques à construire sont plus simples que les voitures thermiques. Ça va poser d'ailleurs un problème aux manufacturiers automobiles en termes social, parce qu'un moteur électrique, c'est extrêmement simple à fabriquer, et donc il y aura besoin de moins de monde. Et moi, je pense qu'il pourrait y avoir un transfert, un peu comme en 1939, il y a eu un transfert aux États-Unis entre l'économie domestique et puis l'économie de guerre, du fait de l'entrée en guerre du pays. On pourrait imaginer utiliser aussi le savoir-faire de l'automobile pour faire des plateformes de bâtiments, pour fabriquer des bâtiments hors site. Je suis persuadé que ça finira par arriver, parce qu'en fait, cette industrie-là, ils savent construire rapidement des ouvrages qui sont extrêmement résilients, extrêmement solides, qui ne tombent pas en panne, etc. Les automobiles d'aujourd'hui ont quand même des niveaux de qualité sans commune mesure à ce qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans. Si on veut construire vite et moins cher, il faut du volume, il faut investir. Donc ça, c'est possible, et c'est ce qui va se passer de toute manière, parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut aussi qu'on industrialise la rénovation, car dans les villes, 75% du parc installé, aujourd'hui, existera encore en 2050. Donc il y a aujourd'hui des programmes type Energy Sprong qui sont en train d'être menés, Bouygues y participe entre autres, et qui sont extrêmement positifs, parce que en faisant de la massification de la rénovation, là aussi on fait baisser les coûts, parce que Franck a raison, tout ça c'est une question de coût. Si on arrive à acheter ensemble, s'il y a des maîtrises d'ouvrage qui s'associent ensemble au même moment pour faire une étude de travaux de rénovation lourde dans un quartier où on va acheter les matériaux en même temps, on va construire une seule base vie, on va spécialiser les équipes pour pouvoir rénover rapidement, on va faire baisser les coûts. On pourrait le faire quartier par quartier. Quand on sait qu'il y a à peu près 34 millions de logements en France, toutes sont pratiquement des épaves thermiques aujourd'hui. Alors ça, c'est pas très bon pour nos objectifs français. Si aujourd'hui, au rythme actuel, on aurait correctement entre 100 et 120 000 par an. Il faudrait passer. On est loin de l'objectif des 500 000. Voilà, il faudrait passer à 500 000 par an, c'est-à-dire multiplier par 3,5. Est-ce que dans les techniques actuelles, on va y arriver? Non. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Donc il faut travailler en rupture. Donc la réglementation, c'est un peu la voiture-balai du système, hélas. Nous, ce qu'on demande, c'est aussi des droits à l'expérimentation. Le PUCA le fait très bien. C'est qu'on puisse expérimenter en mode dérogatoire. Là, sur un programme Astin, on a obtenu de la DHUP une dérogation pour pouvoir faire du logement ultra social, moins cher encore que le logement social, en s'affranchissant d'un certain nombre de normes d'ailleurs qui ne sont pas complètement obligatoires pour le confort d'usage de l'utilisateur, mais qui nous permettent de construire moins cher. Et quand on sait qu'on a quand même beaucoup de nos concitoyens qui ne sont même pas éligibles au logement social, ça serait intéressant de pouvoir dupliquer ce modèle dans les communes qui ont de la demande pour ce type de logement. Donc les solutions existent. Il faut bien sûr une volonté politique, mais il faut aussi une volonté des acteurs. Ce n'est pas que la responsabilité des politiques, je pense que c'est la responsabilité concertée, conjointe de l'ensemble des acteurs. Christine Lecomte. Oui, alors revenir sur le mot réparer, parce que réparer, c'est François Demazière qui expliquait, toutes les fractures qu'on a là, actuellement dans l'aménagement du territoire, elles viennent aussi du fait qu'on a manqué de temps pour réfléchir aux options. Je prends un exemple très simple. L'aménagement du territoire par les lotissements. C'est très bien pour les lotisseurs, c'est pas cher, ça rapporte gros, sauf que pour faire venir les services publics et pour les maintenir dans ces territoires, c'est 5 à 10 fois plus cher qu'une zone dense.
Donc on ne peut pas, à l'heure actuelle, couper le coût que ça coûte aux acteurs qui interviennent dans l'immédiateté du coût que ça coûte à la société en général. Et moi, je pense que là, on a un vrai sujet, parce que la standardisation, elle peut poser ce problème-là. Donc, en même temps, la massification par quartier me semble extrêmement pertinente, parce que souvent, on a des bâtiments qui se ressemblent, on a la possibilité de mutualiser des systèmes de chauffage, on a même la possibilité d'emmener les habitants avec nous, parce qu'il va falloir emmener les habitants avec nous pour comprendre. Ça fait écho au problème de pédagogie. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on enseigne l'écologie à l'école et l'écologie de nos enseignante villes. en école d'archi. Voilà, moi je vois la différence. Vous prêchez des convaincus, j'imagine. Il y a 15 ans, vous étiez en école d'archi, vous parliez du sable et de la disparition du sable en 2050 parce qu'il n'y avait plus de béton, on va dire, classique. On regardait avec des yeux ronds et tout le monde dessinait deux murs comme ça, presque, sauf une petite majorité. Aujourd'hui, regardons les jeunes en école d'archi, mais en école d'ingénieur, c'est pareil. Ils ont des capacités, des volontés, ils savent ce qui les attend et ils veulent agir. Et pour l'instant, ils ne trouvent pas toujours leur compte. Et nous, on le voit. Ils ont des pratiques pionnières qui sont extrêmement difficiles. Et là, la question de l'expérimentation est importante à mettre en œuvre. Mais dans tous les domaines, même en architecture, sans aller... Donc, cette question de passer de la pratique pionnière d'intérêt public à la pratique générale d'intérêt public, c'est une vraie question qui, là, amène à réfléchir politiquement sur ce changement global de société. Yves Dauge, qui est un sénateur qui avait fait un travail sur la revitalisation des centres-villes, quand il a donné le rapport au Premier ministre, le Premier ministre lui dit « Vous posez un problème de civilisation ». Mais oui. Très concrètement, aujourd'hui, posons-nous la question. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on laisse courir. Soit on fait tout, soit on fait rien. Mais à un moment donné, si on fait à moitié, l'eau tiède, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Moi, je voudrais quand même vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a quand même dans tout ça l'avantage d'avoir une société qui mute en termes de vision. Vous parliez des jeunes, mais pas que. On a aussi des institutions financières qui s'emparent du sujet. On n'a pas parlé de résilience dans les villes, mais ça va être un sujet majeur. Les effets d'îlots de chaleur, de vagues de chaleur, il va falloir les traiter. Donc ça va nous obliger aussi à modifier nos modèles. Et encore une fois, tout ce qu'on est en train de construire sur le carbone qui permet enfin d'intégrer dans la valeur des biens une vision en coût global, de pouvoir dire qu'un bien plus résilient, qui consomme moins, dont les composants sont moins obsolètes, moins vite, a plus de valeur qu'un bien classique. Tout ça va dans le sens de ce que dit Christine aussi, il va permettre de valoriser bien mieux la réhabilitation et le réemploi d'un certain nombre de bâtiments. Donc on est je pense, à ce moment-là, mais encore une fois, ce qui nous frustre tous, c'est que si on n'y va pas ensemble, il y a toujours un endroit qui va être faible et qui va nous empêcher de faire. Et on est un peu à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que vous nous sentez un peu frustrés aujourd'hui ou avec des difficultés pour y aller, parce que c'est une gestion d'ensemble. Et c'est là que moi je le vis tous les jours, dans les évolutions de la réglementation, dans la capacité de pouvoir innover, de pouvoir faire autrement. Vous retombez toujours dans oui, mais qui est responsable, qui paye, qui est assuré, et qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Et là, on retombe tous dans les travers habituels, et finalement la norme parfois, dans ce cas-là, devient le confort. Un petit mot rapidement, chacun, mais rapidement, alors, une idée pour améliorer tous ces usages. Oui, pour le coup, au titre d'Enedis, on accompagne beaucoup toutes ces transformations de la ville, enfin en tout cas du mieux qu'on peut. On en a parlé tout à l'heure. La première chose, c'était bien sûr cette histoire de compréhension du niveau de consommation, qui est quand même la première brique de base du système, c'est d'arriver à comprendre à quel point on est en situation de surconsommation par rapport à son entourage, etc. Donc il fallait commencer par produire des données de qualité, et aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui vous avez une capacité à comprendre votre consommation d'énergie
n'a aucune commune dans le bâtiment, qui n'a aucune commune mesure avec ce qui était le cas avant le compteur Linky. Et après, on accompagne bien sûr tous les nouveaux usages de la ville qui sont dans le sens de la transition écologique et énergétique. C'est l'accompagnement de la mobilité, on n'en a pas du tout parlé, mais dans les chantiers de la ville, il y a évidemment la diminution de l'impact des chantiers des concessionnaires de réseau en milieu urbain, qui est un très gros sujet. Il y a tout le développement des smart grids de telle façon à éviter le surinvestissement, les surcapacités qui seront liées à des appels de puissance de plus en plus importants avec du chauffage électrique ou de la mobilité électrique. Donc tous ces nouveaux usages, toutes ces nouvelles actions, on les accompagne autant que possible. Donc pour résumer, Très rapidement, s'il vous plaît. oui, on pense que leur site sera une des solutions pour faire mieux, plus vite et moins cher, parce que le prix sera un jugement de paix. Le coût carbone complet, c'est plus aujourd'hui une option, c'est une obligation. Eh bien, le coût carbone complet, c'est-à-dire de l'énergie grise des matériaux jusqu'à l'utilisation effective du bâtiment, et nous, on appelle de nos voeux, en tout cas nous, industriels, je répète, un choc de la demande. Il faut que les maîtrises d'ouvrage prennent leurs responsabilités et osent nous demander, nous prescrire du réemploi massivement, osent nous demander des hubs de mobilité intégrés bâtis, osent nous demander des bâtiments qui produisent leur propre énergie. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont maîtrisées par les industriels, mais s'il n'y a pas de demande, on ne pourra pas les mettre en place. Et pour arriver à ce coût global qui est nécessaire, parce que l'équation économique, in fine, le développement durable ne sera durable que s'il est rentable, de toute manière, pour arriver à cela, il faut pouvoir expérimenter le plus possible, parce que on arrivera par itération successive à trouver le bon modèle économique. Il faut accepter, dans certains cas, je pense notamment sur la surisolation des bâtiments, qui va être nécessaire, à dégrader légèrement le bilan carbone du bâtiment en mode constructif, pour pouvoir regagner ensuite en mode exploitation en non-consommation évitée, enfin en consommation évitée ou en non-consommation totale, eh bien, ce que le bâtiment permettra de faire grâce à son isolation. Donc ce type de calcul, aujourd'hui, qui existe, c'est possible de le généraliser rapidement si les clients nous le demandent. Donc, que les clients nous le demandent, on saura le faire. Merci. Merci à vous, messieurs. Merci, Christine Lecomte, pour votre intervention.